Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes the Podcast, je suis Stéphane Moïsakis et j'ai l'insigne honneur de recevoir ici aujourd'hui monsieur Julien Charpentier. Salut Stéphane, bonjour à tous. Pour notre premier enregistrement dans nos nouveaux locaux d'un épisode de Stéroïdes. Ils sont beaux quand même. Hein. Voilà, magnifique, hein, n'est-ce pas? T'as vu? Quel honneur quand même, tu vois? C'est même intimidant presque, tu vois, t'as pas envie de rater. Voilà, et le premier honneur, enfin c'est ça, et le deuxième honneur, c'est on va parler de Jean-Claude. Jean-Claude. Voilà, Jean-Claude Van Damme, dont on a très peu parlé finalement dans Stéroïdes. On attendait de faire une vidéo et puis on s'est dit, oh, et puis merde. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va parler donc de Bloodsport. Autant commencer par, j'ai envie de dire le début, même si bon, en vrai... On va dire le film qui a créé Jean-Claude Van Damme. Voilà, parce que avant il y avait Karate Tiger, il y avait Monaco Forever. Il faut qu'on en parle un petit peu de Monaco Forever. Tu l'as vu ça? Fever plutôt. Monaco Fever. Je sais plus. Je l'ai pas vu moi. Monaco Forever, je crois. Tu vois. Ah bon, je pense qu'il a plein de titres ce film. Et Lucky Gull, l'arme absolue, qui est sorti la même année, je crois. Mais chez nous, il est sorti plus tard, non? Il est sorti après, je crois, Bloodsport justement. C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont rattrapé, mais c'est pareil, effectivement, il avait un second rôle là-dedans, il jouait un méchant. Le gentil, c'était Shokosugi, autre acteur dont on a finalement peu parlé dans Stéroïdes, mais bon, il est peut-être un peu moins glorieux et un peu moins connu, quoi. Bon, alors, déjà, on va commencer par pitcher Bloodsport. Bloodsport. C'est toi qui pitch, mais alors en plus, il y a un pitch dans le pitch. C'est-à-dire? Parce que c'est censé tirer d'une histoire vraie. Oui, alors oui. Voilà. Oui, ça, on y reviendra longuement, je pense, effectivement, puisque Bloodsport raconte l'histoire de Frank Dux, un Américain voire un Occidental, qui a été le premier à gagner un truc qui s'appelle le Comité, qui est un tournoi de combat clandestin qui se passe à Hong Kong. Et donc, ça raconte de façon a priori un tout petit peu romancée l'histoire de cet homme qui va partir et participer au Comité. Et donc, ça fait partie du sous-genre d'un sous-genre, qui est dans le film d'arts martiaux, il y a un sous-genre qui est le film de tournoi. Comité sous-genre dans le sous-genre presque, j'ai envie de dire, parce qu'en fait ça allait créer ce genre, à part éventuellement Opération Dragon. Il y a eu Opération Dragon, voilà, qui est un peu le patron de ce genre-là. Le précédent, effectivement, mais étrangement en fait c'est aussi Bloodsport, tu vois, c'est le film qui a créé Mortal Kombat par exemple, la série de jeux vidéo Oui, c'est absolument pas caché que Ed Boon, le créateur de Mortal Kombat. C'est aussi absolument pas caché que Johnny Cage sait Jean-Claude Van Damme. Il y a même d'ailleurs l'une des marques de fabrique de Jean-Claude, puisque Jean-Claude il a deux marques de fabrique. Le premier, c'est le grand écart facial. La première, c'est le grand écart facial. Et la seconde, c'est de montrer ses fesses. Il y a ça, et il y a aussi, il y a quand même le roundhouse kick. C'est vrai. Non mais on va parler de toutes les techniques de Jean-Claude en fait, parce qu'il les a toutes foutues dans le film, quoi. Donc Bloodsport 1988. Bon, l'histoire on la connaît, mais on va peut-être un petit peu quand même résumer tout ça. Ça va peut-être nous aider à aller un peu de l'avant sur le bonhomme, quoi. Jean-Claude Van Damme, c'est un gamin un peu chétif en fait, qui est né en Belgique, à Bruxelles, qui en fait se rêve comme un acteur de cinéma, qui grandit en voyant des films comme Laurence d'Arabie avec son père, qui est fleuriste, et qui lui en fait ne l'encourage pas vraiment, contrairement à sa mère, à aller faire du cinéma. Il y a des rumeurs comme quoi il apparaît, moi je ne l'ai jamais trouvé dedans, il y a des rumeurs comme quoi il apparaît dans Rue Barbare, dans un petit rôle, quoi, face à Bernard Giraudot. Là où on le voit, parce qu'il a fini par partir aux États-Unis à l'âge de 20 ans, c'est dans Electric Boogaloo, la suite de Breaking, donc Breaking 2 Electric Boogaloo, c'est un célèbre film que personne n'a vu mais dont tout le monde connaît le titre, quoi. C'est-à-dire que le titre il est un peu mythique, il sonne tellement bien l'oreille. Voilà. Electric Boogaloo. Et tu le reconnais en fait parce qu'en fait le gars il fait du Van Damme littéralement derrière, en fait, si tu veux, sur une piste de, enfin pas une piste de danse parce que ça avait il danse aussi bien que dans Kickboxer ou pas? Hein? Alors, je pense qu'on lui a pas laissé la possibilité de s'exprimer. Mais il est quand même, tu reconnais Jean-Claude Van Damme à 300 km, quoi. Le gars, il est en train de taper des mains, il est en train de danser, de rouler du cul, enfin voilà, c'est Jean-Claude, quoi. Donc ça, c'est cette petite apparition-là. C'est vraiment pas grand-chose parce que c'est des années de galère et des années de galère avec son copain Michel Kissy. On en parle aussi parce que lui, il est aussi dans Bloodsport, quoi. Et des années de galère à faire le chauffeur, le serveur dans les restaurants, ce genre de choses, etc., etc. Et surtout à essayer de percer dans le milieu. Alors il a été sparring partner de Chuck Norris, par exemple. Il y a des vidéos qui existent, qu'on peut voir, notamment une télé allemande en fait qui les avait filmés tous les deux. Donc période à peu près Portée disparue 2.
mais bon, ils ont été tournés en même temps, quoi. Il a aussi fait le Predator. Oui, c'est probablement l'anecdote est connue aussi de Jean-Claude qui se dit qu'il a signé pour un rôle titre, qui est tout content, tout fier, et ça se comprend en même temps puisqu'il a signé pour être le Predator, et il se retrouve dans un costume orange ridicule, parce que pour le coup c'était le premier costume. Je pense que les amateurs de capture connaissent ça par cœur, mais au cas où, c'est effectivement le tournage de Predator a connu un gros problème avec le design de la créature et avec les effets spéciaux de la créature, c'est-à-dire qu'il fallait cette espèce d'invisibilité pas invisible. Avant les effets numériques, il fallait le faire en optique, et donc ils avaient besoin d'un costume qui était de couleur orange, qui se détache vraiment de la jungle, sauf que ça ressemblait, je sais pas, à un mélange entre une menthe religieuse et un criquet orange. Donc c'était un tout petit peu ridicule, et ça a poussé à l'interruption du tournage d'ailleurs. Voilà, il y a eu une interruption de tournage, Jean-Claude a été viré. C'est-à-dire que lui-même se plaignait énormément du costume. Apparemment, il portait vraiment toute la misère du monde sur les épaules, quoi, avec ce costume-là, quoi. Et du coup, voilà, il a été remplacé par Kevin Peter Hall, avec un design de costume de Stan Winston, avec des petites touches de James Cameron. Il faut toujours parler de James Cameron dans Stéroïdes. Et en gros, voilà, ils sont partis sur un design complètement différent, avec une créature qui fait maintenant 2 mètres et plus, quoi. Et ce qui n'est pas le cas de Jean-Claude. Non, il fait 1m77, donc il est pas petit, mais il est pas très grand non plus. Enfin, c'est pas Kevin Peter Hall qui franchissait allègrement la barre de 2 mètres, ouais. Et c'est vrai que Jean-Claude, c'était le gars qui a galéré, et le costume du Predator, la face du monde aurait été changée s'ils avaient gardé le costume d'origine. Je pense pas que ce monstre-là serait rentré dans l'histoire du cinéma comme a pu le faire le Predator aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Après ce moment-là, il y a cette rencontre avec Menahem Golan. Menahem Golan, patron de la Canon, à l'époque en pleine expansion, à sortir à peu près une 30aine de films, généralement d'une qualité toute relative. Voilà, parce que c'était pas trop le contrôle qualité, c'était pas trop le style de la maison, quoi. Et apparemment, alors il y a plusieurs trucs qui diffèrent en fait, c'est-à-dire qu'en gros il l'aurait rencontré dans un restaurant, et en fait pour l'impressionner il lui a fait un kick au-dessus de la tête, et l'autre il était tellement sur le cul qu'il lui a dit tu viens me voir demain dans mon bureau, etc., je vais te filer un rôle, je vais te faire toi une star et tout. Ça change un petit peu suivant qui racontent l'histoire, quoi. Pour la voir, en fait, alors après c'est ce qu'on demande au patron directement, en fait, de raconter son truc. C'est Jean-Claude qui la raconte dans comment s'appelle ce documentaire. Il y a 2 documentaires sur la Canon. Il y a Electric Boogaloo, donc. Voilà, et The Go-Go Boys. The Go-Go Boys, merci. Et donc dans The Go-Go Boys, t'as Jean-Claude en Moulburn qui est sur une plage en Thaïlande, je sais pas où, et qui raconte en fait, qui fait son Jean-Claude, quoi, qui raconte pendant 10 minutes cette rencontre-là. Où il explique qu'il lui a fait le grand écart dans son bureau, qu'il a fait tous ces trucs-là, qu'il l'a attendu toute la journée, qu'il l'a supplié, comme c'est pas possible en fait, pour qu'il lui file un rôle, n'importe quoi. Et en fait, Menahem Golan lui a filé Bloodsport. Donc, il lui a laissé le scénar qui traînait un peu, dans son bureau quelque part. Et il lui a filé, je crois, peut-être, 2 millions de dollars de budget, il me semble. Je crois que c'est moins que ça. Je crois que c'est aux alentours, me semble-t-il, d'1,5 million, ce qui est quand même, c'est pas rien. C'est rien quand même. Beaucoup. Même pour un film canon, parce que justement, à cette époque-là, les 2 stars canon, c'était Charles Bronson et Chuck Norris, et c'était les mecs qui trustaient absolument tous les films d'action qu'ils faisaient, à part quand t'avais de temps en temps un Runaway Train qui sortait ou un truc comme ça, quoi, avec John Voight et Eric Roberts, mais qui était presque un film d'auteur pour eux. C'est probablement le meilleur, enfin je pense qu'il est le meilleur film de la Canon. Et, avec Death Wish 3. Oui, et ça peut se discuter. Peut-être le seul bon film, le vrai bon film de la Canon, même si on en aime plein. Oui. Mais il y a Death Wish 3, donc tu peux pas dire ça. Un jour, il faudra faire un podcast aussi sur Death Wish 3, quoi. Mais revenons à nos moutons, revenons à Bloodsport. Alors, Bloodsport, tournage à Hong Kong. Scénario de Sheldon Lettich, c'est important de le dire parce qu'en fait c'est quand même la première rencontre entre Van Damme et Sheldon Lettich. Oui, c'est un vrai partenariat de travail, ils se sont bien entendus et ça a poussé, je crois, jusqu'à The Order, un truc comme ça, bon, qui n'a pas été une expérience très heureuse, je crois, mais en tout cas la montée de Van Damme s'est faite en même temps que celle de Sheldon Lettich. Ils étaient potes jusqu'au au carton qui a été Double Impact. Tout à fait, alors ils ont fait Full Contact ensemble. Ils ont fait donc Double Impact, et effectivement The Order, je crois que c'est lui qui l'a réalisé, je dis pas de bêtises. Il me semble aussi qu'il a écrit Légionnaire, je veux pas dire de bêtises, pas réalisé mais écrit Légionnaire, parce que Sheldon Lettich est à la fois réalisateur et scénariste. Voilà, donc là-dessus il est que scénariste, le réalisateur c'est Newt Arnold. Alors Newt Arnold c'est vraiment un vieux de la vieille à qui on a confié le film. C'est un choix assez étrange, puisque Newt Arnold il est né en 1922.
Donc effectivement, il était déjà pas tout à fait. Il avait déjà 60 ans passés pour réaliser un film qui est globalement un film destiné. Enfin, mon moi de 12 ans, quand il a vu Bloodsport, il s'est dit qu'il avait vu son Citizen Kane. Tu vois, c'est genre ce film est le plus grand film de tous les temps. Newt Arnold, c'est Orson Welles. Quoi. Voilà, au moins. Tu vois. Ouais. Et Newt Arnold, en fait, c'est pas vraiment réalisateur puisque c'est quasiment sa seule réalisation au cinéma. C'est avant tout un assistant réel. Et par contre, en assistant réel, il a une sacrée carrière. Hein. Il a été notamment, vous pouvez aller voir sur IMDb, la liste est longue comme le bras. Il y a vraiment beaucoup de films très bons. Mais il a été notamment l'assistant réalisateur de Friedkin sur toute la période 80-90. Voilà. Et il y a aussi un autre truc en fait par rapport à ce film-là, c'est que en fait, c'est un film qui est extrêmement influent. C'est-à-dire pas seulement en fait pour la carrière de Van Damme, mais ça on va y revenir, mais aussi en fait dans l'idée qu'il a créé tu disais, parce que en fait tu disais il y a un genre dans le genre, mais en fait il y a aussi un autre genre qui est derrière, c'est-à-dire le film de kickboxing. C'est-à-dire nous, dans les années 80 et fin des années 80, début des années 90, une grosse partie du cinéma d'action, surtout en direct ou vidéo, suite au succès de Bloodsport qui a donné lieu à Kickboxer, qui a donné lieu à Full Contact, qui sont finalement des films assez proches, assez jumeaux, quoi. En tout cas, dans la représentation de l'action, ça a donné lieu à tout un tas de films de suite, notamment Bloodsport. Il y a eu des suites en fait avec comment il s'appelle, Daniel Bernard, l'un des agents de Matrix Reloaded, quoi. Il y a eu des suites de Kickboxer aussi, avec Sacha Mitchell. Voilà, donc tout ça c'est sans Van Damme, hein, c'est-à-dire que Van Damme a fait des suites de Kickboxer bien plus tard. En fait, pendant très longtemps, il a refusé de faire des suites. Tout à fait. En fait, c'est-à-dire que Van Damme, lui, se destinait pas du tout à cette époque-là au kickboxing. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Bloodsport, c'est opération séduction pour Van Damme. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand il tourne ce film, il met impérativement tout ce qu'il sait faire. En fait, et tout ce qu'il a appris à faire en fait devant la caméra et aussi en fait sur un tatami, quoi. Donc du coup, comme on le disait, il y a le roundhouse kick, il y a le grand écart, et puis il y a les clins d'œil, si tu veux, tout le temps à la caméra, parce que c'est un des trucs en fait qui, c'est vraiment voilà, opération charme, opération séduction, et pour un film qui finalement a failli ne jamais sortir en salle. Oui, c'est un truc relativement intéressant à savoir, qui est que après le premier montage de Newt Arnold, la Canon a fait mais c'est pas bien votre truc là. Et donc Van Damme, c'était son va-tout en fait, c'était son premier grand rôle, on l'a dit. Il y a l'anecdote que ce soit la version dans le bureau ou la version au restaurant, c'est quand même un gars qui a plus rien à perdre et qui essaye, qui se dit tant pis si ça marche pas. Et t'imagines, tu penses que t'as réalisé ton rêve, et à ce moment-là, on dit mais en fait le film il est pourri, il sort pas. Ça doit être un crève-cœur horrible. Et il y a de quoi abandonner, de dire bon ok, j'arrête, je rentre en Belgique, je redeviens Jean-Claude Van Varenberg et je deviens fleuriste avec mon papa. Et à la place, Van Damme il a réagi, il a dit non, je vous supplie, laissez-moi remonter le film, je peux en sortir quelque chose. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait en gros il a demandé un monteur et il a dit voilà laissez-moi faire en fait. Dynamiser en fait, je connais mes atouts, je veux les mettre en avant. Donc tu te retrouves avec effectivement plusieurs en fait, c'est-à-dire que d'un seul coup, quand il y avait qu'une seule caméra qui a été utilisée, il a trouvé tous les angles possibles en fait pour dynamiser ses coups et ce genre de choses, tu vois. Ce qui fait que en fait, en gros, d'un seul coup, lui, comme il savait exactement ce qu'il valait, en fait, il a mis ce truc-là en avant. Ça sauve pas le film au sens... C'est-à-dire qu'il faut être honnête maintenant sur Bloodsport, c'est que c'est un proto-film de kickboxing des années 80-90, hein, comme il y en a eu des pelletés, comme on l'a dit dans Vidéo Club, quoi. Ça reste pas, objectivement, un très bon film. Ça reste le meilleur film du monde pour un enfant de 12 ans en 1988. Certes. Mais moi, c'était Maniac Cop 2. C'est Maniac Cop, tu vois, mais voilà. Et Rambo 2. Ouais. Mais c'est à peu près tout en fait, c'est-à-dire que oui, c'est pas un très bon film, on voit bien que on sent bien en fait ce montage travaillé pour être le plus impactant possible. On sent bien que de temps en temps t'es à la limite du ralenti d'un meeting d'athlétisme parce qu'il fallait combler un peu et donner un peu de dynamisme là où il y en avait pas. Donc on sent parfois un peu le raccro dans le film. On sent aussi c'est un truc que tu dis assez souvent, que le cinéma des années 80 c'était pas très sophistiqué. En voilà une bonne preuve, hein. On va pas dire que Bloodsport c'est pas assez sophistiqué. En fait, c'est assez intéressant de se poser ce genre de questions à l'aune des sorties des films à l'époque, parce que la question, en fait, si tu veux, c'est que qu'est-ce qui a fait que ce film a été un carton ? Parce que ça a été un carton, en fait. Oui, c'est-à-dire, c'est sorti, ça a rapporté, je crois qu'on l'a dit, ça a coûté 1,5 million, ça a rapporté 50 millions rien qu'aux États-Unis, quoi. Ce qui est énorme, en fait. Et en gros, ou dans le monde, je sais plus, dans le monde, c'est quasiment, c'était monstrueux, c'était un des derniers coups de la Canon, en fait, avant de se faire, et du coup, ils l'ont signé derrière. Hein, d'ailleurs, je sais. Il y a une anecdote sur Wikipédia que j'ai pas pu vérifier, j'ai quand même été regarder, mais elle est intéressante, qui est de dire qu'en fait, je crois que c'est aux États-Unis, le film était un direct-to-vidéo.
et qu'en fait, il a fini par sortir en salle après a été disponible en vidéo parce que les gens ont dit mais c'est vachement bien en fait, on va voir ça en salle. Ouais, alors ça, je sais pas exactement, c'est possible, hein, c'est arrivé, nous, en France, par exemple, Evil Dead, c'est sorti d'abord en vidéo, puis ensuite c'est ressorti en salle. C'était une façon d'exploiter les films qui était un petit peu différente. J'arrive pas trop à savoir, effectivement, si c'est vrai ou pas. Moi non plus, donc je dis ça avec ce qui est certain, c'est qu'en fait, il y a aussi, ça a été un succès un peu dans le monde entier. C'est aussi ça, le truc, c'est-à-dire que Jean-Claude Van Damme, c'est devenu une star... une vedette en tout cas montante du jour au lendemain grâce en fait si tu veux au succès de ce film là quoi. Et la problématique on va dire si tu veux autour de ce film c'est pas seulement un manque éventuel de sophistication, c'est-à-dire qu'en fait en gros là où on va dire il y a sophistication c'est qu'il y avait différence, c'est-à-dire qu'à l'époque effectivement le cinéma d'action c'était Stallone, c'était Schwarzenegger et c'était un peu deux gars qui se tiraient la bourre en fait pour avoir pour avoir en fait le haut du box-office. Et au milieu, t'as Bruce Willis qui débarque en fait avec Die Hard et qui change la donne parce que bon, il change la donne, mais voilà, ça c'était la sophistication, c'était Die Hard. Il y a un élément, je trouve que dont tu parles pas et qui est pourtant peut-être intéressant, surtout aux États-Unis, c'est que dans le film de tournoi et le film où t'as le jeune premier qui va apprendre avec son maître à devenir quelqu'un de meilleur pour ensuite aller gagner un tournoi, il y a l'importance mine de rien de Karate Kid. Ce film est un carton absolu aux États-Unis, dans le reste du monde aussi, mais aux États-Unis c'est carrément culte. Et tout d'un coup, on avait un Karate Kid peut-être un peu moins bien écrit, peut-être un peu moins bien joué, mais par contre beaucoup plus intéressant parce que Van Damme c'est quand même autre chose que Ralph Macchio quand il s'agit de lever la jambe quoi. Donc je pense que ça a pu jouer aussi. Oui, tout à fait. En tout cas, la problématique de la sophistication, c'est que juste ça propose quelque chose de différent. C'est-à-dire c'est ce que le film pouvait proposer. Après, la problématique générale du film, c'est que c'est pas seulement en fait que le film est pas forcément très bien réalisé ou qu'il est pas très finaux ou que etc ou que par exemple t'as un plot qui sert à rien comme les deux agents du FBI qui courent derrière Frank Dux parce qu'il joue ce rôle-là, ça aussi faut en parler un petit peu. Tout ça pour rallonger un petit peu la sauce du scénar et rajouter 3 péripéties dont on se fout. C'est-à-dire qu'effectivement on a rajouté cette péripétie-là, on a rajouté la péripétie, enfin pas la péripétie mais le love interest qui sert pas à grand-chose non plus, mais qui permettent globalement au film d'arriver à 1h35 emballé c'est pesé générique compris, histoire d'avoir l'impression que ce soit un film. Tu vois, et avec un degré d'acting finalement pas très soulevé quoi. C'est-à-dire bon t'as Forest Whitaker ce qui est quand même après je pense que lui-même reconnaîtra que c'est pas son meilleur rôle tu vois. De toute façon il a pas le temps d'en placer une parce que son rôle c'est le jeune loup qui se fait sans arrêt remplacé par son sensei entre guillemets. Par son boss en fait, son partenaire en fait de FBI quoi. Mais bon ça c'est comment t'appelles ça, c'est de l'intérêt comique, enfin c'est du ressort comique en fait dans le film quoi. Mais c'est vrai qu'on tourne un tout petit peu autour du pot avec ce genre de truc quoi. C'est-à-dire que le film le fait de temps en temps quoi. Le vrai intérêt, c'est les combats, et 2 surtout, moi je pense en fait, alors moi c'est assez étrange, mais c'est un film que j'ai pas vu à l'époque. C'est un film dont j'ai vu des bribes à la télé. J'ai jamais vu en entier avant, il y a très peu de temps, il y a 3 ans en fait. Ouais. Mais pour une raison très simple, c'est que en fait, quand je l'ai vu des bouts, j'avais vu Kickboxer ensuite. Moi, j'ai découvert vraiment Van Damme avec Kickboxer et Black Eagle. Et en gros, et ensuite Full Contact, etc. Et en fait, quand je me suis retrouvé à rattraper, entre guillemets, Bloodsport, je me suis dit, mais c'est le même film que les autres en fait. Ça a peu d'intérêt finalement pour moi de voir, ce film-là. Et alors ça, je parle de ça quand j'avais 14 ans, 15 ans, quoi. Mais en fait, c'est un peu faux. Parce que la réalité de la situation, c'est que, quand je disais c'est opération de séduction pour Van Damme, c'est réel dans ce film, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vois le film avec le recul, pour moi, le véritable intérêt du film, il est dans l'idée que, Van Damme propose absolument tout ce qu'il avait sous la main et ce qu'il caractérise, en tout cas dans les premières années de sa carrière. Et 2, c'est un bébé dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce que je veux dire par là, il est hyper, il est hyper jeune, il est hyper frais, et tu comprends en fait qu'il puisse séduire. C'est-à-dire que moi, c'est le premier truc en fait que je me suis dit en me disant ouais, je comprends, il a quelque chose ce mec, tu vois. Ce qui est déjà moins flagrant, je trouve en fait ensuite quand tu vois Kickboxer ou Full Contact, ou même si c'est des films où il avait encore la niaque, on va dire, il sait déjà qu'il est en train de répéter une formule. Là,
tu sens qu'en fait c'était son va-tout qui donnait absolument tout. Alors à la manière de Jean-Claude Van Damme, hein, c'est-à-dire qu'en fait en gros il a pas les bonnes émotions au bon moment, si tu veux. Il surjoue en fait parce qu'il sait pas quoi faire avec ses mains, tu vois. Il fait des clins d'œil tout le temps, c'est limite sa trademark, quoi, tu vois. C'est la plus grande émotion que tu vois. Il est comment dire. Il est dans le sourire, il est dans le truc, etc., etc. Il est dans le charme absolu, quoi. Et presque, en fait, c'est ça, c'est un bébé, quoi. C'est un nouveau. T'as l'impression que c'est un nouveau-né qui arrive et qui est craquant, en fait, presque, en fait, même par défaut, parce que, en fait, tu te dis, putain, mais c'est qui ce mec qui sait pas ce qu'il fout devant la caméra, mais qui, bon, tu vois, en fait, mine de rien, emporte l'adhésion, quoi, tu vois. Puis là, il avait aussi, forcément, dans un film d'arts martiaux, la façon dont tu bouges. C'est très important. Ça fait, ouais. On avait donc un film d'action de base, de toute façon. Un film d'action de base. On avait Bruce Lee qui était sur la rapidité. On a eu Steven Seagal qui était plutôt sur la brutalité et les combats très courts. On a eu Jackie Chan, son côté slapstick, Buster Keaton, Harold Lloyd, tout ça. Donc chacun avait son truc. Et lui, quand il est arrivé, c'est vrai que ces grands coups de pied latéraux, il avait des mouvements de chat, des mouvements de danseur qui apportaient une certaine élégance là où la plupart allaient vers la brutalité, parce que la brutalité ça marche quand on aime l'action. Lui il allait chercher autre chose et c'est vrai que c'était intéressant aussi, que ça donnait un sentiment de nouveauté aussi, puisque globalement quand tu vas chercher ce genre de film là, t'y vas pas pour la qualité incroyable du script ou des acteurs extraordinaires qui méritent l'Oscar, t'y vas pour voir des gens qui se mettent des bourpifs dans la tronche, quoi, hein. Oui, et d'ailleurs en fait sur ce point t'as aussi la rencontre avec Bolo Yeung. Alors Bolo Yeung, qu'on a vu dans certains films de Bruce Lee, qu'on a vu en fait dans les années 70-80 dans le cinéma de Hong Kong, qui là reprend littéralement d'ailleurs les mimiques de Bruce Lee, hein, pour faire voir une ligne de dialogue. Ouais, ah oui. Oui, puisque une planche ne rend pas les coups. Ah oui, c'est là remplacé par une brique ne rend pas les coups. Ne rend pas les coups, c'est vrai. Quand ils font le Dim-Mac. Exactement. C'est le moment où ils pètent la brique du dessus, en fait. Du dessous, sans casser les autres. Voilà. C'est possible, ça ? Toi qui es un grand spécialiste. Je suis effectivement un grand spécialiste parce que j'y connais absolument rien, c'est effectivement possible. C'est possible, mais c'est documenté encore dans le film, tu vois. Je suis sûr que c'est pas des effets spéciaux. C'est le Dim-Mac. Je suis sûr que c'est Van Damme qui l'a fait tout seul. Et en gros, Bolo Yeung qui est quand même aussi assez charismatique, moi je trouve, hein, mine de rien, quoi. Surtout avec ses grosses gougouttes là qu'il fait. Il a ses pectoraux énormes qu'il fait monter là. C'est pareil quand t'as 12 ans, on a des muscles à ce moment-là. Il fait du Tony Danza là, il fait bouger les trucs et tout, quoi. Et il est assez cool, et surtout pourquoi je le cite, c'est-à-dire que c'est le méchant de du film, c'est le grand méchant, le grand antagoniste. Voilà, et en fait ça c'est quand même un truc de dans les films d'arts martiaux. T'as l'idée en fait, si tu veux, qui était pas, c'est là où le film est pas toujours très bien fait, c'est qu'en fait il est pas clairement défini dès le début, à part justement cette phrase de dialogue, tu vois. Mais en fait, clairement, au fur et à mesure, tu vois que c'est vraiment lui le gars qu'il faut abattre, quoi, tu vois. Et le deuxième truc, c'est surtout, en fait, ils ont tourné plusieurs fois ensemble, notamment dans Double Impact, par exemple. Il a un œil crevé, ce qui lui donne un look aussi très mémorable. Voilà. Et le truc, c'est qu'ils sont très proches, en fait, Van Damme et Bolo Yeung. Et Bolo Yeung avait dit ce truc, en fait, assez vrai, je trouve, bien des années après. C'était filmé dans un documentaire. Je crois que c'était dans le documentaire Behind Closed Doors. Il avait fait un documentaire, Van Damme, j'en ai parlé plusieurs fois, hein, dans Stéroïdes et tout, mais il avait fait un documentaire qui s'appelait Behind Closed Doors. Je sais plus comment c'était sorti chez nous en vidéo, mais c'était un documentaire anglais où en gros Van Damme est suivi sur 5 ou 6 épisodes, en gros un peu partout dans le monde. Et là c'est assez intéressant parce que tu vois un peu son fonctionnement de presque, j'ai envie de dire presque plus de people que de stars, tu vois. Donc quand il va à Hong Kong, en fait il va manger avec Bolo Yeung, etc., etc. Et t'avais Bolo Yeung qui disait ce truc, qui disait en fait il y a un Bruce Lee en fait dans le monde, un seul, et tout le monde le connaît dans le monde entier. Il y a un Van Damme et tout le monde le connaît dans le monde entier, il est connu littéralement dans le monde entier. Qui est la relève ? Personne n'a jamais pris la relève de Jean-Claude Van Damme, en fait, dans ce genre de cinéma d'action, effectivement, où tu as des stars d'action qui sont connues, hein, je veux dire mondialement et tout, mais pas un visage aussi reconnaissable, et finalement, en fait, dans un langage
C'est vrai, oui, mais il faut dire aussi que le genre du film d'arts martiaux a totalement disparu des salles de cinéma, que le direct to vidéo a aussi beaucoup disparu des rayons des vidéoclubs qui n'existent plus, donc que c'est difficile d'avoir la relève, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Scott Adkins, par exemple, est un tapeur de premier ordre, mais il est moins connu qu'un Van Damme. Après, je pense, tu vois, c'est là où tu pointes la distinction entre les deux, c'est que Scott Adkins, il n'a pas le charisme de Jean-Claude Van Damme. Il est peut-être meilleur. Tu vois, c'est peut-être un meilleur combattant, c'est peut-être un meilleur artiste martial, etc., etc. Il a peut-être plus de variété, plus de possibilités, mais il n'a pas ce charisme-là. Et là, je pense qu'on parle de ça parce qu'en fait, le truc, si tu veux, c'est que, je veux dire, un mec comme Bruce Willis ou un mec comme... C'est des gens qui sont extrêmement charismatiques, qui sont extrêmement connus, qui ont été extrêmement connus dans le monde entier à leur époque, mais qui représentent pas finalement des choses presque simples. C'est-à-dire que la grande qualité, ou certains considéraient que c'est un défaut, quoi, mais c'est presque en fait, je vais dire un truc assez énorme, hein, mais c'est presque en fait, ces gens-là, c'est comme Charlie Chaplin en fait. Alors pas du tout les mêmes qualités de film, hein, pas du tout les mêmes qualités de voilà, mais par contre dans la représentation du peuple, ils se posent au même niveau. C'est-à-dire qu'en fait, les gens les reconnaissent parce qu'ils reconnaissent tout de suite ce qu'ils font en une image, quoi. C'est un truc, je vais faire une analogie un peu étrange aussi. C'est un truc, Michael Jordan est considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps. Et Michael Jordan, il y a un moment où il a eu une image qui était le jumping mic. Où quand tu vois cette image-là, tu sais que tu parles de Michael Jordan. Et tous ces acteurs d'arts martiaux, c'est vrai que tu pourrais presque les résumer comme ça. Tu prends une image découpée de Bruce Lee où tu ne vois pas Bruce Lee, c'est juste une image, rien que par la silhouette tu le reconnais. Un Steven Seagal, grâce au Katogan, donc quand il a coupé, il a un peu perdu son mojo, c'est pour ça aujourd'hui qu'il en est là où il en est, il a coupé le Katogan. Et Van Damme, ça pourrait presque marcher. Il a coupé le Katogan, il l'a bouffé surtout, parce que voilà, mais bon. Je ne dis rien sur le poids des gens, j'ai pas le droit. Ouais, bon, Steven, on a le droit. Steven, il faut lui rappeler des fois quand même de temps en temps qu'il n'est pas le plus bel homme du monde, contrairement à ce qu'il croit. Qu'il n'est qu'un homme. Tu vois, qu'il n'est pas Orson Welles, contrairement à ce qu'il croit. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion, effectivement, comme tu dis, qu'il y a ce truc, c'est le grand écart chez Jean-Claude et tout. Mais c'est vrai que c'était à l'époque Samuel Hadida qui racontait ça. C'est-à-dire que quand il achetait les droits, par exemple, en fait, des films de Van Damme, hein, parce que c'est lui qui a distribué, par exemple, Full Contact ou Double Impact, il savait que ça allait marcher en France, il savait que ça allait marcher en Belgique, il savait que ça allait marcher en fait en Suisse, dans les pays francophones, mais il savait que ça allait marcher aussi en fait au Maroc, en Tunisie, en fait dans tous ces films là en fait sur lesquels il avait aussi le marché, et que c'était des cartons, c'était des trucs où même en vidéo ça lui rapportait une thune de malade, quoi. Donc en fait c'est vraiment en fait voilà, il y a quelque chose en fait qui dépasse presque les cultures en fait avec un mec comme Van Damme, quoi, en tout cas qui est représenté, je pense, déjà dans Bloodsport. C'est-à-dire c'est vraiment le premier point vers ça en fait pour Jean-Claude, et vers cette immense popularité. Parce que c'est ça, il faut le dire. Van Damme, il est encore populaire, très, très populaire aujourd'hui, alors que globalement, personne serait foutu de citer un film qu'il est sorti ces 15 dernières années, quoi. À part éventuellement Expendables 2. Et si on veut, mais c'est tellement nul que voilà, enfin, ça mérite même pas d'être cité, Le Dernier Mercenaire sur Netflix, quoi. Mais voilà, enfin, Jean-Claude. Il doit y avoir des gens comme Yannick qui sont des complétistes, des complétionnistes qui disent je regarde tout. Il en existe quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Non, et puis enfin, je veux dire encore une fois, Jean-Claude Van Damme, il est plus connu parce qu'il fait le grand écart entre deux camions pour une pub Budweiser ou je sais pas quoi, ou je sais plus c'est quoi la pub exactement, parce qu'il a mélangé, il a fait 3-4 pubs différentes, il a fait des pubs pour Coors Light où il a le mulet ou je sais pas quoi, tu vois. Il est plus connu pour ces choses-là, ou pour chez nous quand il apparaît à la télé et qu'il dit des comment dire, qui sort. Oui, en fait, il est plus connu pour la trademark Jean-Claude Van Damme que pour les films qu'il fait. Pour moi, plus le people, en fait. C'est-à-dire vraiment, c'est plus vraiment un acteur de cinéma, en fait, Jean-Claude, à part les 2-3 fois où il a essayé, on va dire, si tu veux, dans JCVD, par exemple, ce genre de choses. C'est plus un acteur de cinéma, c'est en fait un mec, effectivement, qui est une trademark, mais qui est aussi un people, en fait, qu'on retrouve dans un tas d'émissions, même quand il a pas d'actu, ça reste, en fait, à chaque fois, ils savent qu'ils vont faire des bonnes audiences parce que c'est Jean-Claude Van Damme, quoi. Donc cette popularité, elle est assez, assez étonnante, moi, je trouve. Et en fait, ça a vraiment démarré dans Bloodsport. Et quelque part, presque, t'as envie de dire, mais tout est là, quoi. Tout est déjà plus ou moins, Mais tu l'as dit en fait. Il y a cet homme qui a tout donné. Il y a mine de rien le grand écart facial, c'est malin parce que ça fait de lui une figure reconnaissable. Oui, et encore une fois, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que on va dire que quand je dis tout est là, c'est-à-dire que en gros, même si tu vois, tu peux reconnaître énormément de choses, et ça, on va en parler aussi, hein, c'est-à-dire que tu peux reconnaître à Van Damme d'avoir un certain sens visuel,
tu vois, de savoir en fait ce qui fonctionne chez lui, en fait, qu'est-ce qui va avoir un impact quand il va mettre un kick ou un truc comme ça, etc., qu'il est un des rares occidentaux à reconnaître le premier, si tu veux, la valeur des cinéastes de Hong Kong et d'essayer de les ramener. Oui, il a vraiment été les chercher. Voilà, même si c'est clairement pas pour donner leur meilleur film, hein, tu vois. Je veux dire, et que lui-même a été une épine dans le pied de ces gens-là, hein, qu'il les a fait chier, tu vois, comme c'est pas permis, quoi. Enfin, après, ça dépendait de chaque personne, mais il a fait chier John Woo. Ringo Lam lui a fait non, tu vas pas me la faire comme ça. Et puis voilà, tu vois, il l'a un peu brisé et lui-même lui offert même presque ses meilleurs rôles, hein, on va dire. Que Tsuyar qui s'en est carrément, littéralement moqué avec Piège à Hong Kong. C'est quand même quelqu'un qui avait cette valeur-là de savoir. En fait, il y avait ce que lui voulait faire, si tu veux, il savait faire, et il y avait ce que la caméra, en fait, elle retranscrit, quoi. Et mine de rien, le fait qu'il prenne, dans son premier film, lui, en tant que star, en tant que vedette, le contrôle du montage, bah, ça lui a donné raison sur pas mal de films, en fait, pour le pire et pour le meilleur. Mais du coup, en fait, c'est devenu effectivement un acteur qui a décidé à un moment donné de contrôler son image à travers en fait ses qualités en fait martiales, ses qualités en fait de tapeur, etc. Et tout ça a été avec le temps énormément discuté, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, alors moi je suis pas un spécialiste de ce genre de choses, mais apparemment t'as pas mal de gens qui ont remis en question les prix en fait qu'il a eu, c'est-à-dire quand il était plus jeune avant de partir justement aux États-Unis, etc. Le fait est que devant la caméra ça marche, Bloodsport en est une démonstration, et 2, en fait ça plaît, c'est-à-dire que ça a plu, c'est-à-dire donc à défaut d'être sophistiqué, si tu veux, c'était populaire, quoi. Et ça, mine de rien, c'est un truc que tu peux pas enlever, parce que aujourd'hui je pense que tu peux plus créer une star en fait en partant de ce genre de choses là, quoi. C'est-à-dire ce truc où en fait c'est un sleeper hit, quoi. C'est un truc qui sort de littéralement nulle part. Parce que c'est pas Karate Tiger ou Black Eagle en fait qui ont fait de lui voilà, même si tu pouvais dire il a quelque chose ce mec, si tu veux. Dans Karate Tiger, il est clair que quand tu vois ce film qui est vraiment dans lequel il faisait déjà le grand écart, hein. Oui, mais en fait il est le seul intérêt du film. Alors le truc c'est pour la plupart on l'a vu a posteriori, c'est-à-dire qu'on l'a plutôt découvert avec Bloodsport et après on a vu Karate Tiger l'âme absolue, mais peut-être même pour ceux qui l'ont vu avant, je me dis qu'à l'époque le méchant a plus d'intérêt que le héros principal qui discute et qui se fait entraîner par le fantôme de Bruce Lee. Enfin, le fantôme de Bruce Lee qui est littéralement, enfin ressemble pas à Bruce Lee, mais bon bref. Non, c'est un fantôme, c'est pas grave. Voilà. Parlons un peu de Bloodsport, parce que c'est ça en fait, on a fait quand même tout un truc périphérique autour du film, mais la réalité c'est que c'est ce qui est plus intéressant à mon sens, hein, que le film à proprement parler. Toi t'as un petit fétichisme quand même sur Bloodsport, c'est-à-dire que ça te renvoie d'un seul coup à ton enfant intérieur. Quand je te dis que c'était vraiment le meilleur film du monde pour moi à 12 ans, je plaisante pas, hein. J'avais adoré ce film, mais aussi parce que... T'as poncé la VHS, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a vraiment... Il y a plein de choses, mine de rien, qui sont réussies. Ça reste un film d'arts martiaux, donc on va pas prétendre que c'est Citizen Kane à aucun moment, mais en ce qui me concerne, je le prends absolument pas, je dis pas ça avec mépris. C'est-à-dire que dans son genre, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont réussies. Mine de rien, ne serait-ce que le premier truc, c'est le cadre. C'est un film qui se déroule à Hong Kong, clairement, où tu vois Hong Kong mis en valeur, tu vois des beaux plans. Le plan où il s'entraîne en voyant toute la baie, c'est un plan qui est honnêtement joli, quoi. Ouais, puis iconique aujourd'hui, parce que c'est un truc qui a été réutilisé en fait plusieurs fois en fait pour parler du film. C'est-à-dire que quand on te présente Bloodsport, c'est le plan qu'on. C'est le plan en général qu'on sort. Donc on voit Hong Kong et puis ils s'en servent. C'est-à-dire que la poursuite dans cette sous-intrigue inutile où il passe sur les bateaux, machin, etc. Ça te permettait quand t'étais un gamin, on est dans une ère qui est pré-internet, on prend l'avion et ça coûte pas cher pour aller au bout du monde. Donc c'était notre façon de voyager, c'était celle-là. Et moi c'est pas dans ce film-là que j'ai découvert Hong Kong parce que j'avais déjà vu des Jackie Chan et j'avais déjà vu des Bruce Lee, mais c'était un des films aussi où j'ai découvert Hong Kong. Donc je trouve qu'Hong Kong a un vrai intérêt, d'autant qu'en plus il a été tourné dans ce qui s'appelle la citadelle de Kowloon. La citadelle de Kowloon, c'était, alors pour ceux qui ne le savent pas, attention, petit moment histoire, petit moment culture dans Stéroïde, c'était une... de temps en temps. Non, de temps en temps, et sur Bloodsport, personne s'y attendait. En fait, c'était une citadelle, c'était une enclave chinoise au sein de cette enclave britannique dans la Chine. Donc en fait, c'est un endroit qui est resté chinois, mais c'était un tout petit endroit. Et pour y mettre le plus de gens possible, la citadelle de Kowloon est devenue célèbre parce qu'ils ont monté les immeubles les uns sur les autres, ils les ont rapprochés de plus en plus, ce qui fait que tous les plans où tu les vois se balader dans le film dans des arrière-rues où tu vois pas la couleur du soleil, c'était vraiment comme ça, la citadelle de Kowloon. Et en plus, elle a été détruite en 1993 parce qu'ils se sont dit, mais ce truc-là, en fait, c'est la fête à la prostitution, c'est la fête au tripot,
gros, c'est la fête aux triades, donc on va la détruire. Donc ils l'ont détruite en 93 pour mettre un parc depuis la place, donc elle n'existe plus, il reste quelques... Et donc c'est l'une des dernières fois où on l'a vu au cinéma. Et c'est aussi un décor de cinéma qui est intéressant, c'est aussi un décor de cinéma qu'on a peu vu, il l'exploite pas beaucoup. C'est ça le truc. Hein. Mais il le montre, et c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'après, il y a pas une prise de... C'est pas, encore une fois, je pense que c'est pas pensé comme ça, mais c'est comme c'est un petit budget. De toute façon, il tournait littéralement, à mon avis, sans autorisation. Bon, comme à Hong Kong, c'est pas vraiment un problème, quoi. On appelle ça lundi. Hein. Ouais, voilà. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que du coup, effectivement, t'as des prises directes avec à quoi ça ressemblait Hong Kong à la fin des années 80, quoi. C'est ce qui est intéressant aussi. T'as, comment dire, alors une structure du film qui est un petit peu particulière, on va dire. C'est-à-dire, ça commence en fait en te présentant la notion du comité. Oui. Donc ce tournoi un peu interdit sur lequel en fait t'as pas mal de gens qui viennent du monde entier pour y participer, quoi, de combattants du monde entier, pour finalement prendre 20 minutes. Tu vois, en fait, un détour de 20 minutes, en fait, avec un flashback où, comment dire, Van Damme s'entraîne avec son maître... Shidoshi. Son Shidoshi japonais, qui est interprété par l'acteur qui jouait... Lao Che dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Roy Chui. C'est ça, peut-être, ouais. Mais donc, figure quand même assez reconnaissable du cinéma d'action des années 80, quoi. Très bien doublé en français. Évidemment. Je pense qu'on peut le dire, quoi. Parce que c'est ça aussi, il faut en parler de ça, de la VF, tu vois. C'est quand même, la VF, il y a quelques accents chinois, bien tapés, tu vois, faits généralement par des blancs, hein, tu vois. Quand ils doublent, t'as ton acteur préféré. Donald Gibb. Donald Gibb, en fait. Formidable Donald Gibb. Voilà, qui quand même, tout en charisme qui louche, quoi. Tout en charisme animal, puisqu'il ressemble, il est un peu comme moi, il ressemble davantage à un ours qu'à un être humain. Voilà, mais un ours qui louche. Parce qu'il est vraiment, il est bigleux en fait. C'est-à-dire, on le voit. En fait, les mecs, ils font quand même des gros plans sur lui. On dit qu'il a une légère coquetterie dans le regard. Voilà, il a une légère coquetterie dans le regard, et puis il a une légère coquetterie dans la bouche aussi en VF, parce que, comment dire, il se permet quand même des expressions. Alors, il est doublé par Yves Régnier. Il est doublé par Yves Régnier. Régnier, le PCV. C'est-à-dire qu'en fait, faut le citer. Je sais pas, parce que moi aussi, je vais apprendre des trucs aux gens, tu vois. Voilà, donc Yves Régnier qui a commissaire Moulin. Tu vois, qui était déjà le commissaire Moulin à l'époque. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi il doublait. Des acteurs, en fait, ça lui est arrivé. Il a notamment doublé James Woods dans Vampire. Il a chanté à ses heures perdues, notamment une très belle chanson qui s'appelle Le PCV, où il raconte sa rupture avec, comment dire, Goldie Hawn. Parce que Yves Régnier était avec Goldie Hawn au début des années 80, quoi. Il y a un pont direct entre Kurt Russell et Yves Régnier. Non, mais et Carpenter, Kurt Russell, tout ça se rejoint, quoi. Et donc moi, je vous encourage à taper le PCV d'Yves Régnier sur YouTube, vous me remercierez. C'est une très belle chanson. Je vous rappelle quand même que c'est le gars qui vous a conseillé d'écouter Sylvie Vartan qui chante Eye of the Tiger, hein, donc l'écoutez pas toujours non plus. Hein. Mais déjà, c'est faire quelque chose. Tu vois, je crois, c'est ça. C'est ça. Ouais, faire quelque chose. Merci Alain Mercier, à la technique. Mais ouais, le PCV, c'est formidable. Donc je vous engage à l'écouter. C'est vraiment si vous voulez en apprendre, parce que c'est un être sensible, Yves Régnier. Tu vois, mais pas forcément quand il double Bloodsport. Parce que comme tu l'as remarqué, il y a ce grand moment où il s'adresse où le personnage de Donald Gibb, puisqu'il double Donald Gibb, donc s'adresse à Forest Whitaker. Forest Whitaker, merci. Et il y a un rajout raciste en français dans la. Voilà, ce qui est quand même un truc que les. On peut le dire direct, hein, c'est pas. C'est-à-dire, c'est un truc que les doubleurs français ils aimaient bien faire, tu vois. Qu'ils ont rajouté parce que c'est effectivement absolument pas dans la VF. Donc il lui dit, je sais pas quoi, fuck off sucker ou un truc comme ça en anglais. Tu vois, un truc finalement assez générique, quoi. Et en français, c'est retourne dans ton cocotier. Comment ? Toi, le chimpanzé. Toi, le chimpanzé. Ouais, non, mais voilà. Donc, bref, tu vois, si tu veux. Ça, c'est pas les moments les plus heureux des traductions françaises, on va dire. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire que limite, j'ai presque envie de dire, Alain Mercier, pouvons-nous mettre cette scène dans le film ? Il me regarde en fait en disant, putain, il me fait chier avec ses montages et tout ça, etc., etc. Faut le rajouter, quoi. Tu vois ? Tais-toi, pignouf, on t'a rien demandé, t'as compris ? Toi, le chimpanzé, remonte dans ton cocotier. Mais c'est vrai que là, c'est historique. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu fais n'importe quoi avec la VF, si tu veux, nous, on est là pour pointer ça du doigt. Tu vois. Mais toute la VF, dans l'ensemble, elle est plutôt chouette. Hein. Non, mais c'est limite Steven Seagal, c'est quand les mecs ils rajoutent une autre tournée pour ce grosse couille dans Terra Minée, tu vois, ça n'a aucun sens. Non, mais qu'est-ce que ça fout là ? Alors que dans Bloodsport, ils ont enlevé des choses. C'est-à-dire que dans le film, vu qu'il est tourné à Hong Kong, à chaque fois que tu as des personnages chinois, ils parlent en cantonais. Logique, t'es à Hong Kong, ils parlent en cantonais. La VF s'est dit, non, on va pas mettre tous ces gens. Donc, non, mais les gens, ils lisent pas. À partir du moment où on les voit pas de face, ils ont coupé toutes les phrases. Et t'as une séquence où c'est particulièrement remarquable, c'est la séquence où le love interest, donc un personnage tellement incroyable que je me souviens même plus de son prénom, va au commissariat
pour expliquer où se déroule le comité, t'as un comité. Oh là là. T'as un policier qui arrive pour voir le directeur de la police. Rendu Bloodsport chiant d'un seul coup, là, le comité. Quoi. Je peux finir mon anecdote. Vas-y, ouais. Et donc t'as un gars qui vient le voir et il lui parle. Et ça se voit qu'il lui parle. Il signe un truc et il s'en va. Et en VF, il n'y a pas de son. Ils ont juste enlevé, ils se sont dit, c'est pas la peine, ça nous saoule, on n'a pas envie. C'est des choix comme ça qui sont incompréhensibles. Oui, je pense qu'après, c'est une sortie, encore une fois, c'était presque quasiment des sorties techniques. Canon, ils avaient un bureau en France, ils faisaient ça un peu n'importe comment. Encore une fois, tu vois, quand tu revois les films, c'est-à-dire qu'on savait déjà que ça tenait pas vraiment debout, les films Canon, mais quand tu les revois aujourd'hui, c'est les mecs, ils enlèvent des bobines en s'en foutant complètement du sens du film, quoi. Tu vois, dans Invasion USA, t'as Chuck Norris qui se retrouve en prison. Ok. Attention, twist, tu vois. La scène d'après, il est plus en prison. Et tu sais pas comment il s'est évadé, tu vois. Mais il apparaît au milieu de la scène d'action et il dégomme tout le monde avec ses mitraillettes bretelles, là, tu vois, ses Uzi bretelles et tout. Donc le truc, si tu veux, c'est que, voilà. Alors toi, t'as 12 ans, tu fais normal, okay. Tu vois. Voilà. Pas de problème. Mais en fait, quand ton cerveau se développe un peu, quand t'arrives à peu près à, tu vois, à mon âge, en fait, à l'âge de 15 ans, dans ta tête, tu vois, tu te dis, mais ça tient pas debout, c'est pas normal, tu vois. Donc bref, donc voilà. Et moi, alors toi, t'as cité ton acteur préféré, Donald Gibb. Mm-hmm. Moi, je vais citer, alors j'ai pas le nom de l'acteur, mais j'ai le nom du personnage, Hossein. Et alors lui, déjà, il a une VF incroyable. C'est-à-dire que je pense que la VF, ils se sont dit, on va le faire jouer encore moins bien que ce qu'il joue en anglais. Je trouve que c'était plutôt bien fait pour le coup, parce que c'est à peu près équivalent. Tu vois, c'est ouais. Niveau d'acteur, Oscar moyen plus, tu vois, et niveau VF moyen plus. Mais t'as ce moment en fait, parce que t'as quand même, donc c'est-à-dire Bloodsport, c'est fun, c'est machin, etc., mais c'est quand même un film assez ridicule par moment, faut le dire, tu vois, sans vouloir offenser l'enfant de 12 ans qui est en toi, tu vois. C'est un film qui est un petit peu ridicule. T'as ce moment, donc, notamment, où Hossein fait semblant, en fait, d'avoir été, assommé, mis KO, pour pouvoir, en fait, attaquer Van Damme. Tu vois, mais Van Damme, il a des yeux dans le dos, donc en fait, il lui met un kick et c'est bon, c'est réglé. Il a des yeux dans le dos en ce moment-là. Mais... Ouais, voilà. Et donc, en fait, si tu veux, il s'écroule par... Et c'est pareil, acting... Acting pas incroyable. Acting level en dessous, quoi. Tu vois, mais tu vois, juste après, t'as ce moment où t'as le gars qui nettoie les taches de sang, qui fait vraiment du très mauvais boulot parce qu'il les étale plus qu'il les nettoie, qui va ramasser la dent et qui vérifie qu'elle est bien en or, qui du coup rend le moment assez sympa. Parce qu'il y a aussi un truc... Non, mais le moment, il est sympa de base, de toute façon, parce qu'en fait, il est tellement ridicule que t'exploses de rire, quoi. Tu vois. Il y a aussi un truc, moi, que je trouve assez sympa dans Bloodsport et dont on n'a pas encore parlé, c'est le côté tournoi. Pour qu'un côté tournoi soit vraiment cool, l'un des principaux intérêts, c'est donc que tu vois des combattants combattre. Dans un film comme ça, en fait, au final, c'est assez court. Mais là où ils ont été, je trouve, assez malins, c'est que chaque combattant a une identité de combat. Mais je pense même que c'est un des trucs qui a fait que chez Mortal Kombat, ils se sont dit on peut s'inspirer de ce film-là en fait pour créer notre propre jeu, parce que justement, au-delà même en fait du grand écart facial de Van Damme et du fait qu'il reprenne un coup complet en fait, c'est-à-dire le truc où il tape entre les parties génitales du gars, quoi, de son opposant. En fait, t'as cette idée où tu reconnaîtrais, même si c'est pas forcément direct, l'inspiration de Dalsim ou l'inspiration de certains personnages ou ce genre de choses. Dalsim, c'est dans Street Fighter, mais en fait, je pense que c'est vraiment l'inspiration de certains persos, en fait, si tu veux, qui sont plus agiles que d'autres, quoi. Tu vois. T'as eu vraiment le côté chaque combattant a son style, donc tu retrouves du Muay Thai, tu retrouves un sumo, tu retrouves, je crois pas qu'il y a de capoeira, mais tu retrouves donc du kickboxing. Et puis t'as un autre truc qui est tout bête, mais assez malin, c'est que à chaque début de combat, t'as un plan soit général, soit directement un gros plan, sur le panneau qui se lève avec les noms des combattants. Ce qui fait qu'en plus, assez facilement, tu sais qui est qui. Tu sais que Paco, c'est le gars qui fait du Muay Thai assez violent. Tu sais que Paredes, oui, c'est donc celui qui est joué par Mohamed Kissi. Mohamed Kissi, qui est son vrai nom, qui est le pote de Van Damme depuis très longtemps. J'ai dit Michel Kissi, mais c'est l'un de ses noms. Ouais, en même temps. Et donc, qui a joué Tong Po après. Donc, quand même une figure aussi relativement mythique, Tong Po. Même si dans le film, il est crédité en tant que Tong Po. Et donc à chaque fois en fait tu retrouves le nom qui se lève et donc t'associes le combattant, et donc c'est quand ils en parlent dans les dialogues, ce qui peut arriver, tu vois immédiatement de qui il parle, et ça c'est plutôt bien vu aussi. C'est un film clair, quoi, net, précis, pas compliqué, c'est pas prise de tête. C'est pas bête. Ouais, non, ça fonctionne. Et on en arrive donc quand même, parce qu'il faut en parler un petit peu du combat final contre Bolo Yeung et Jean-Claude Van Damme, qui est ma foi à la fois un combat assez chouette et en même temps, quand même, avec un plot point complètement ridicule, si tu veux, qui a été parodié, repris, tu vois. C'est là qu'on en revient à, plus que Van Damme a refait le montage, il a probablement dû garder
uniquement les choses impactantes. Et puisqu'il n'a gardé que les choses qui avaient de l'impact, il a forcément dû couper pas mal de choses. Ce qui fait qu'en fait, le film est très court, mais les combats aussi. Et ce combat final, il n'est pas très long. Et le truc le plus long, c'est effectivement que visiblement, il prend un cachet qu'il écrase pour jeter je sais pas ce que c'est, voilà, pour le jeter dans les yeux de Van Damme, qui tout d'un coup devient aveugle. Et Van Damme joue excessivement bien l'aveugle. Ouais, il joue très bien l'aveugle et surtout, il met des kicks un peu n'importe où, il n'arrive pas à voir. Tu te dis, mais ça dure... parce que c'est comme c'est au ralenti, ça dure suffisamment pour te dire, mais vraiment, il est aveugle tout ce temps-là. En fait, c'est très bizarre, quoi, tu vois. Ensuite, t'as aussi Jean-Claude qui, en fait, dans des plans qui durent, hein, tu vois, au ralenti, se met à hurler, si tu veux, en fait, des trucs. Ça a été repris, je crois, dans Step Brothers ou un truc comme ça, tu vois, donc c'est très drôle, tu vois. Mais c'est vrai que c'est presque surréaliste, en fait. C'est un de ces moments où tu te dis, le film, il a perdu le contrôle. C'est plus le film que t'es venu voir, en fait, dans la salle, tu vois. Mais en même temps, tout d'un coup, alors que jusque-là... Salvador Dali, tu vois, c'est d'un seul coup, il y a un truc, en fait, un peu presque poétique, en fait, dans le degré de débilité et de non-cinéma, qui le rend presque... Enfin, tu t'en rappelles, quoi. C'est presque poétique, c'est-à-dire que t'as quand même Bolo Yeung, donc Chong-li, qui à ce moment-là arrête de le taper, le temps qu'il s'en remette quand même, ce qui est quand même très sympa de sa part. Et là, t'as le dernier flashback du film, où il se souvient, en fait, qu'il était capable d'attraper des poissons, qu'il était capable d'arrêter des coups alors qu'il servait du thé, enfin, des trucs hyper importants, qui fait que au final, il se souvient qu'il a des yeux dans le dos. Et ça, c'est beau. C'est comment dire, tout ce qui a été parodié, même, je t'ai dit, pour te dire à quel point, c'est même dans Les Inconnus, par exemple, si tu veux, justement les scènes de flashback, ils les reprenaient dans Les Miséroïdes, dans Les Liaisons vachement dangereuses, leur sketch, en fait, où ils se foutaient de la gueule de Van Damme, c'était Bourdon, d'ailleurs, qui jouait Van Damme, et ouais, c'était plutôt bien vu, parce que, voilà, c'est clairement ça, et en même temps, c'est le truc qui fait que, bah oui, c'est reconnaissable, en fait, quand tu regardes ça. C'est qu'en fait, on ne parodie que ce qui marque. Oui, voilà. Ouais, alors, oui, certainement, mais le truc, si tu veux, c'est que, voilà, c'est sûr que moi, en tout cas, Bloodsport, aujourd'hui, avec, avec un petit peu de hauteur par rapport au film que je n'ai pas découvert à l'époque, tu vois, j'ai un peu moins de tu vois, c'est-à-dire que quand Van Damme il danse dans Kickboxer, bon bah voilà, tu vois, quelque part je me rappelle un petit peu comment ça me faisait trémousser du cul aussi, tu vois, à l'époque. Danser de la même façon, Stéphane? Je danse de la même façon que Jean-Claude, je le fais que pour mes amis. Voilà, donc mais en même temps, est-ce que tous les auditeurs de Stéroïdes ne sont pas mes amis, tu vois? Tu vas donc je commentaire te demandant une danse. Alain, il attend que je me lève pour danser, c'est ça. Non mais tu peux pas, c'est t'as cadré trop près, Alain. C'est pas possible, tu vois. Donc c'est de ta faute. On verra que ton déhanché. Et voilà, et on pourra pas me voir déhanché si tu veux, quoi. Mais oui, je danse comme ça m'arrive de danser comme Jean-Claude parce que félicitations. Voilà, c'est mon sensei à moi aussi, Jean-Claude, quelque part, tu vois. Ça peut pas être que Clint, ça peut pas être que Bruce Willis, ça peut pas être que, tu vois. Voilà. Oui, j'ai un peu de Jean-Claude en moi, tu vois. Voilà. On a tous un peu de Jean-Claude en nous, tu vois. Voilà, exactement. Donc oui, ça fait partie de ces moments-là où tu te dis, mais le film il rip. Mais c'est ça que moi j'aime chez Van Damme, c'est que le Van Damme, moi j'aime quand il rip. J'aime quand il part en cacahuète, si tu veux, et que d'un seul coup, il te parle des nains qui savent peindre, et des trucs comme ça, quoi, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, ça fait, pour moi, ça caractérise aussi le mec, quoi, tu vois. Je l'ai interviewé, faut arriver à suivre le fil de la pensée, quoi. Tu vois, c'est pas toujours... voilà. Et en même temps, moi, je le considère pas forcément comme un débile, hein, justement, comme lui avait été pris à cette époque-là, quoi. C'est-à-dire que j'ai juste des moments où tu te dis, mais t'as envie de lui dire, mais tu me parles de quoi, Jean-Claude? Je comprends pas, tu vois. C'est plutôt un hyperactif, en fait. C'est-à-dire qu'il pense à un truc, ensuite il pense à un autre truc, ensuite il pense à un troisième truc, et il y a un moment, tu fais, excuse-moi, moi, je n'arrive pas à suivre, je ne sais pas où tu es. Tout en étant un maniaco-dépressif, et il le reconnaît lui-même, hein. C'est-à-dire qu'en gros, apparemment, il a été diagnostiqué bipolaire. Et voilà, ça a une gros affect chez lui. Et d'ailleurs, dans le fameux documentaire dont je parlais, la Beyond Closed Doors, il y a chaque épisode, bon, c'est monté, hein, tout ça évidemment, mais dans chaque épisode, il y a un moment donné où il se met à craquer, à pleurer, etc. Et quand il te raconte justement le moment où il a rencontré Menahem Golan, tu peux penser que c'est peut-être arrivé de cette manière-là, justement. C'est-à-dire ces moments-là où il est complètement, fleur de peau. Ouais, et complètement en dehors de lui. Mais c'est aussi une des qualités de Van Damme. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, je pense que c'est quelqu'un, quand il s'en sortait pas en fait à Hollywood et quand il faisait un peu n'importe quoi, en tout cas vis-à-vis de sa carrière, c'est aussi les moments où il a essayé de jouer le jeu. Et là, il n'était pas lui-même. Mais les moments dont on parle, les moments où il hurle, les moments où il danse, les moments où etc., c'est lui en fait. Et il est complètement à fleur de peau, oui, mais aussi, je pense, honnête avec lui-même et honnête avec, son public, quoi. Donc il y a quelque chose, voilà. Et je pense que quelque part, finalement, avec le recul, en fait, tout ça, c'est déjà dans Bloodsport. Et quelque part, c'est aussi pour moi, en tout cas dans le cinéma d'action,
c'est aussi pour ça que ça en fait presque un film important, plus important que Kickboxer, ou peut-être on pourrait considérer que Kickboxer ou Full Contact surtout sont des meilleurs films dans ce genre-là, tu vois, que Bloodsport. C'est plus maîtrisé, mieux pensé, un peu mieux écrit. Je sais pas si ça veut dire grand-chose dans ces films-là, tu vois, mais en tout cas que Bloodsport, tu vois. Mais ils n'ont pas une énergie presque, je te dis, complètement rafraîchissante, voilà, neuve. Il n'y a pas d'éclosion voilà, c'est ça. Et tout ce truc, en fait, si tu veux, où ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, mais ils le faisaient et ça fonctionnait à peu près, si tu veux, en tout cas suffisamment pour être un succès auprès du public, quoi. Donc voilà, est-ce qu'on a fait le tour de Bloodsport? Est-ce qu'on a... je sais pas, vas-y, je pense que tu as encore des trucs à dire. Pas tout à fait, parce qu'il nous manque un élément dont on n'a pas parlé, alors qu'on en a parlé au début, c'est Frank Dux. Oui, c'est vrai. Le fameux Frank Dux. Frank Dux, c'est donc... Bloodsport est supposément son histoire. C'est l'histoire du premier occidental à avoir gagné le comité, donc un événement asiatique. Et quand ça a été fait, il avait sorti un livre et tout. C'était un peu Frank Dux. C'était un peu le Steven Seagal avant Steven Seagal. Tu vois, le mytho, quoi. Voilà, j'ai été à la CIA. Je pense qu'en fait ils se sont croisés dans les couloirs de la CIA les deux. Et sauf qu'effectivement, il a dit qu'il avait gagné une distinction quelconque à l'armée, je ne sais pas laquelle. Et qu'il était avec le général machin truc, et il a pris la photo où il avait effectivement la distinction, puis là t'as un général qui a dit mais les gars, en fait déjà le général machin truc il est pas dans ce corps là, il est dans ce corps là, et ensuite il est mort en 1919. La distinction qu'il a, c'est une distinction de la marine alors qu'il a dit qu'il faisait partie des Rangers, donc en fait tout ça, c'est du mytho. Et a priori, au fur et à mesure, ça a été démonté, tout ce qui est Frank Dux, comme quoi c'est un mythomane, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire c'est un malade. Il ment comme il respire. Donc en fait, il se serait pas du tout. Alors que c'est quand même un artiste martial. Il a quand même parce qu'il faut savoir qu'il a quand même travaillé sur la chorégraphie des combats de Bloodsport notamment, et qu'il a travaillé avec Van Damme jusqu'au grand tournoi, jusqu'à The Quest. Alors c'est surtout qu'apparemment il l'a un petit peu menacé. Ils ont été en procès parce que justement il disait que The Quest ça se basait encore sur sa vie, parce que globalement dès qu'un artiste martial on raconte son histoire, c'est un peu la vie de Frank Dux. Donc Frank était pas d'accord. C'est un grand tournoi. Surtout s'il y a un grand tournoi, et donc Frank a voulu mettre un procès. Je crois que ça a été assez vite enterré, du genre mais en fait il n'y a aucun rapport avec votre vie, d'autant que visiblement votre vie vous l'inventez au fur et à mesure. Ceci dit, il est crédité au générique, hein. Oui. Ouais. Alors en fait c'est Sheldon Lettich qui racontait ça, c'est-à-dire qu'il disait qu'à l'époque où il a discuté avec Frank Dux pour écrire le scénar de Bloodsport, pour finir par écrire le scénar de Bloodsport, tous les coups sont permis. C'est vrai. Français, il faut le préciser quand même, c'est le titre français. D'ailleurs, même à une époque, il y avait des gens qui appelaient ça tous les coups sont permis. Alors, non, c'est Bloodsport. Quand même. Ils le disent dans le film. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Bloodsport. Voilà. Et en fait, à cette époque-là, Sheldon Lettich racontait que, en gros, il se rendait bien compte que le gars, il était un peu trop. Il se mettait un peu trop de pommade sur son propre cul pour être tout à fait honnête, quoi. Élégant. Voilà, écoute, en même temps, voilà, on est en ambiance vestiaire, quoi, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que, mais ça a été backé par un autre gars, c'est-à-dire qui disait si, en fait, c'est vrai, j'étais là aussi, il a fait tout ça, etc., etc. Donc Sheldon Lettich s'est dit, ok, en tout cas, de toute façon, ça fait une bonne histoire. Enfin, le truc du comité, ça peut être sympa, en fait, à raconter, quoi. Donc il est allé écrire son scénar de son côté. Et il a reconnu, en fait, des années après, que l'autre gars, justement, en fait, quand ils ont fini par se fâcher avec Frank Dux, lui a dit non, c'était du pipeau, c'est lui qui m'a briefé pour te confirmer, en fait, tous ces mensonges, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as quand même probablement l'une des seules biographies de l'histoire du cinéma qui raconte une histoire qui n'existe pas et qui se termine sur Yves Régnier, en VF, qui résume tous les records de Frank Dux, qui sont donc à tout le moins discutables. Voilà. Alors un peu comme c'est pas la seule, parce que t'as quand même aussi ça avec le début de Nico. Mais on a déjà fait un podcast sur Nico. C'est vrai. Steven, c'est vrai. Steven, c'est vrai. Steven, c'est vrai. Steven, il a inventé la CIA, ok. C'est vrai. Voilà. On s'arrête là, en fait. Voilà. On s'arrête même pas. Le mot de la fin, c'est même. On peut pas s'empêcher, quoi. Le mot de la fin, c'est même pas sur ce brave Jean-Claude, c'est sur Steven, quoi. Bon, on peut dire qu'effectivement, c'était l'éclosion quand même d'une star, et que Jean-Claude, même si, il a un sens du ridicule relativement. Large, ou peu fonctionnel, je ne sais pas exactement. Ça reste quand même quelqu'un qui a eu qui a vécu un rêve américain, qui est monté, qui a vraiment bouffé son pain noir pour y arriver, et que c'est plutôt admirable ce qu'il a réussi à faire, et que même si tous les films ne sont pas excessivement réussis, il fait partie de ces acteurs qui, je trouve, méritent plus de respect qu'ils n'en ont. Voilà. Ouais, moi je pense que le respect du public, il l'a.
C'est-à-dire le respect de l'intelligentsia, mais enfin, tu vois, la critique, personne ne l'a vraiment quand tu fais ce genre de film, quoi. Même Arnold, hein, je pense à la fin. Donc bon, c'est pas très tu vois, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. C'est pas, ça s'adresse pas à eux en fait. Nous on est là pour rappeler que ces gens-là, c'est important qu'ils aient le respect. Non, mais bien sûr, c'est ça. C'est pas mal ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des trucs qui sont chouettes. Ils ont fait rêver des millions de gamins, c'est beaucoup. Hein. Des millions de gamins, dont Julien C. 12 ans, en 88, si tu veux. Tu l'as vu en salle? Non, tu l'as pas vu en salle. Honnêtement, je me souviens plus. Tu vois, ça aurait pu être inscrit dans ta propre légende. Je l'ai tellement vu que je ne sais plus où je l'ai découvert. Pour avoir un t-shirt, une pellicula de Newt Arnold. De Newt Arnold. Voilà. Con Jean-Claude Van Varenberg. Voilà, exactement. C'est vrai qu'on n'a même pas dit son vrai nom. Jean-Claude Van Varenberg. Jean-Claude Camille Van Varenberg. Voilà, dit Van Damme. Voilà. Merci, monsieur Julien Charpentier. Merci Stéphane, merci Alain. Merci Alain, merci à la technique. Merci les gars. Qui n'est pas seulement à la technique, parce que je dis tout le temps à la technique, en fait c'est devenu un gag, mais en vrai c'est un producteur, Alain Mercier. Tu vois, si vous voyez en fait tout ce beau décor autour de nous, c'est lui qui l'a mis en place, principalement. Les cadres, c'est lui, bon ça c'est de la technique. Tu vois. Mais, tu vois... Les cadres, le son, c'est de la technique, mais il fait les deux boulots. Non mais il vous jure, hein, regardez dans le générique, c'est écrit producteur et tout. Donc voilà. Donc merci, puis on se retrouve Julien Charpentier à la prochaine, avec un film qui va nous diviser. Ça nous changera beaucoup. Merci à tous et à bientôt.